Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'accordez dans ce couvent. C'est pour moi une très grande joie de prendre la parole dans le contexte de commémoration et de fête de Saint Thomas d'Aquin, un homme exceptionnel, comme nous venons de l'apprendre, qui a consacré toute sa vie à la recherche de la vérité, philosophe, théologien, mais aussi doté d'une connaissance encyclopédique incontestable. J'interviens ce soir dans un cadre purement philosophique avec une question qui me tient à cœur, qui m'occupe depuis quelques années, une question qui n'est pas celle de Thomas d'Aquin, la réflexion philosophique sur la vie en général, mais à partir d'une focale précise, la vie des plantes. Pour cela, je voudrais rassurer tout le monde que nous sommes philosophes, mais pas forcément tous philosophes des métiers, dont la nécessité d'éclaircir quelque chose par rapport à cette entreprise. Le philosophe, c'est celui qui prend conscience du fait qu'il n'est pas une machine complètement programmée, il n'est pas une machine qui tourne dans le vide. Le philosophe est un être vivant, un être qui fait l'expérience métaphysique de l'existence, et donc un être qui veut vivre consciemment et consciencieusement, qui cherche à comprendre, pas forcément à expliquer, mais à comprendre les choses. Comprendre signifie prendre avec soi les réalités qui l'entourent, comprendre le monde, les principes qui l'animent pour mieux se comprendre soi-même et comprendre les autres. Dans ce contexte, depuis un certain temps, je réfléchis sur la vie des plantes et ma thèse, voilà un tout petit peu la page de garde de la soutenance avec la date qui est là, à Louvain-la-Neuve. Je ne vais pas ici faire une autre soutenance, mais je vais chercher à m'adapter au public pour trouver les mots les plus simples afin de pouvoir vous faire comprendre quelque chose. Ce petit plan, je vais d'abord vous montrer dans quel sens la philosophie dit du végétal. C'est une nouvelle perspective de recherche. Et il y a un problème parce que dans la tradition philosophique, les plantes ont été oubliées comme les autres organismes non humains et beaucoup de réalités du monde, parce que les philosophes ont perdu tout ce temps à réfléchir davantage sur l'existence humaine, sur la société. Mais il y a un contraste parce que les plantes sont partout. Sans les plantes, il n'y a pas de vie sur Terre. Et c'est pour cela qu'il y a tout un courant philosophique qui est en gestation. C'est comme ça que les étudiants qui sont en philosophie ou même qui ont fini leur thèse, ils vont comprendre que c'est un domaine parfois qu'ils n'ont pas pu rencontrer. Est-ce qu'on peut philosopher sur les plantes? Mais c'est très récent, c'est presque une décennie ou deux où ce domaine a commencé à intéresser les philosophes à partir des scientifiques. Les scientifiques qui se sont posé la question de savoir est-ce que c'est l'être humain qui est seul sujet, seul doté de la sensibilité, de la pensée, de l'intellect? Est-ce que les autres organismes ne sont pas aussi intelligents et capables d'avoir une signification du monde? Et si nous avons le temps, je pourrais donner quelques enjeux méthodologiques, non pas seulement pour la philosophie de la vie, mais pour toute la philosophie à partir de ce que nous apprend la réflexion philosophique sur les plantes et aussi les données éthiques, parce qu'après la contemplation, il faut que la connaissance nous aide à transformer notre manière de vivre de façon quotidienne. La philosophie du végétal, comme je venais de le dire, c'est une nouvelle perspective de recherche. Cette perspective est surtout pertinente à partir de ce qu'on appelle l'écologie scientifique. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des changements climatiques, cette chaleur qui nous assaille et beaucoup de bouleversements à travers le monde. Ceux qui ont beaucoup d'années, ils peuvent témoigner que certains comprennent plus ce qui se passe aujourd'hui
à Kinshasa et peu partout dans le monde et dans les grandes villes. Nous sommes dans toute une mosaïque de crises systémiques qui nous bousculent. Et donc, il faut réfléchir, il faut chercher le chemin de viabilité. Comment nous pouvons nous en sortir? Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas penser à partir d'un organisme comme l'organisme végétal, non pas comme on a pensé dans la tradition. Il y a beaucoup de domaines de recherche sur les plantes. La botanique, c'est une science explicative qui cherche tout simplement à comprendre et à connaître les plantes en vue de les utiliser comme ressources pour l'alimentation du monde animal et même de l'homme. Et donc, on n'a vraiment pas, dans l'histoire de la tradition, consacré toute une réflexion rigoureuse sur la vie propre des plantes. Pourtant, comme vous allez le constater, cette vie nous interpelle aujourd'hui, à l'heure de ce qu'on appelle la modernité, comme je venais de le brosser un tout petit peu. La modernité, c'est tout simplement cette manière de penser qui est tout à fait qui prend racine depuis de longues années. Vous savez, l'évolution de la pensée. Dans l'Antiquité, les philosophes cherchaient à comprendre le monde de façon globale. Qu'est-ce qui l'anime? Quel est le principe? Et le monde était conçu comme ordonné. Et donc, pour trouver la viabilité sociale, il faut se conformer au monde. Pendant l'époque médiévale, on s'est rendu compte que c'est plutôt Dieu, le principe de toute chose. Et donc, il faut vivre conformément à la volonté de Dieu pour trouver la viabilité. Mais, à partir des temps modernes, on s'est dit, mais quelle est la place de l'homme si c'est Dieu qui dicte toute la loi? Dieu nous a donné l'intelligence, la raison. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Sortons donc de l'obscurité de la foi. C'est comme ça qu'on calomniait la foi comme de l'obscurité, parce qu'on accepte des choses sans savoir leurs fondements, sans pouvoir les expliquer. Et donc cette période-là a permis à l'être humain de se développer, d'affûter les armes de la technologie, de construire lui-même son espace de vie. Malheureusement, on s'est rendu compte que la raison est limitée. Notre raison est limitée. Elle nous a conduit tout simplement à l'impasse. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il faut chercher les voies de sortie. Voilà une documentation qui grandit aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'attention des philosophes et même de tous les autres penseurs, même si ça ne se voit pas clairement jusqu'au bout. Ce sont vraiment des livres d'une grande rigueur scientifique qui sortent sur les plantes. On se pose la question sur la vie des plantes, sur leur sensibilité, leur communication, leur collaboration, leur stratégie de vie, leur intelligence. Est-ce qu'on peut parler d'une conscience? Est-ce que les plantes sont des subjectivités? Est-ce que ce sont des individus? Est-ce que nous sommes des seuls individus au monde ou bien les autres organismes font aussi partie de l'individualité et donc nous pouvons vivre avec eux une relation d'altérité? Voilà. Pourquoi donc les plantes ont-elles très peu occupé l'esprit des philosophes? C'est parce que nous héritons d'une culture calomnieuse à l'égard du végétal. Nous sommes dans une sorte d'axiomatique de la dévalorisation de la nature. Voyez les préjugés que nous rattachons à la campagne. Ceux qui vivent à la campagne, on les prend pour des gens reculés, primitifs. Celui qui fréquente la forêt, la jungle, le village, il est dévalorisé dans la société. On préfère l'exode vers les villes. Et Sartre, je vous épargne sa longue citation, qui disait, en tout cas, je n'aime pas rester en ville, mais malheureusement, je n'ai pas de choix. Quand je cherche à sortir de la ville, je rencontre la végétation. La végétation a tellement envahi le monde. Si nous ne prenons pas garde, les plantes vont nous envahir. Les plantes sont capables de détruire l'immeuble construit avec des ciments très solides. Il faut voir pendant la période de coronavirus comment la nature, lorsque nous nous sommes confinés, et ici c'était peut-être de moins en moins, mais de l'autre côté, on a quand même fait beaucoup de mois. On a vu comment la nature reprenait son droit. Certains animaux reprenaient la vie là où les humains vivaient. Et donc Sartre à son époque avait déjà expérimenté ça dans son célèbre roman, livre appelé La nausée. Il dit, je sens encore la nausée. Même quand je cherche à m'éloigner de cette existence humaine que je ne comprends pas,
Je cherche à aller trouver la paix dans la forêt, dans la brousse, mais j'ai encore la nausée parce que je suis effrayé. La forêt m'effraie, je n'arrive pas à la maîtriser. Et donc, quand on descend même dans la tradition la plus profonde chez les Grecs, je n'entre pas dans les débats où a commencé la philosophie, mais nous héritons quand même d'une philosophie qui s'est beaucoup développée chez les Grecs. Ils n'arrivaient pas à classer les plantes pour savoir est-ce que ce sont des êtres vivants ou bien des êtres inorganiques tout simplement. Vous trouverez dans certains écrits, Georg Agamben, même Hannah Arendt, qui montrent que chez les Grecs, ils utilisaient des concepts pour désigner la vie. Bios, c'est la vie biologique. La vie à l'état brut, le fait d'être vivant, c'est bios. Zoé, c'est la vie sociale, la vie politique. C'est comme ça qu'Aristote va définir l'être. Zoom politikon, là il y a Zoé, celui qui a une vie politique. Et dans tout ça, les plantes ne se retrouvaient pas, ni dans la vie biologique, moins encore dans la vie qualifiée. Le concept fondamental, la racine même de plante, c'est phuton. Phuton. Et phuton, c'est proche de physis. Et donc les plantes sont vraiment proches de la physicalité, sont de l'ordre de la pure empiricité, sans aucune intériorité. Et les Grecs, les grands philosophes ont vraiment évolué dans ce dénigrement de la vie des plantes. Socrate déjà, le plus grand crédible après les sophistes, parce que les sophistes aussi, il y a toute une littérature calomnieuse à l'égard des plantes. Socrate dit, j'aime apprendre. Or, la campagne et les arbres ne souhaitent rien m'apprendre, tandis que les hommes de la ville le font eux. Et donc, Socrate aussi avait peur d'aller philosopher dans la nature. Il préférait rester dans la cité, côtoyer les citoyens, faire la maïeutique, ainsi de suite. Et Platon également a presque résumé toute cette pensée-là qu'on retrouvera aussi chez Aristote. Les plantes ne sont là que comme des simples moyens pour nourrir les êtres humains. Toutes les espèces végétales, ceux qui sont les plus puissants, c'est-à-dire les dieux, les ont plantés pour servir de nourriture à nous qui sommes moins puissants. Et chez Aristote, vous connaissez très bien avec son De Anima, et ça c'est le second livre, parce qu'il a d'abord écrit sur les plantes, mais le traité est perdu. Et son disciple Théophraste a problématisé. Théophraste, c'est le père de la botanique. Aristote, c'est le père de la biologie. Mais il s'est focalisé sur la biologie animale. Et donc, les plantes, il avait un peu de difficulté pour les problématiser. C'est comme ça qu'il va faire cette hiérarchie. Les plantes, c'est tout simplement une âme végétative. Des êtres qui se limitent à se nourrir, qui n'ont pas de sensibilité, moins encore d'intellect. Et Thomas d'Aquin, que nous célébrons aujourd'hui, c'est un grand lecteur d'Aristote. Il va christianiser sa pensée, mais pour beaucoup de questions, il ne va pas évoluer. Parce que c'est un théologien d'abord. Il lit justement la philosophie pour ouvrir, pour enlever les tabous, comme on venait de l'entendre de la part du président du cercle et du modérateur. Il ne faut pas que la théologie ait peur des questions de notre époque, des questions purement scientifiques. Il faut que la théologie soit capable de faire face à toutes ces orientations de connaissances. Et ce fut le cas avec Thomas d'Aquin, mais il ne nous avance pas parce que chez lui, les plantes servent à la subsistance des êtres supérieurs. Donc les plantes sont inférieures. Elles sont dépourvues de sensations, de mouvements autonomes, d'intellect. Tout simplement, les plantes ressources pour l'humanité. Et aujourd'hui, il y a une grande critique encore qu'il faut adresser aux théologiens. On pense que l'Église, on pense que le message biblique y est pour beaucoup dans la crise écologique, parce que le message chrétien privilégie l'être humain. Le message chrétien est anthropocentrique. Il y a peu, le pape François est venu à Louvain-la-Neuve, et j'ai été parmi les chercheurs choisis pour construire les discours qui devraient représenter l'université. Et je me suis retrouvé dans une commission où il fallait réfléchir sur les racines philosophiques et théologiques de la crise écologique. Et nous avions proposé cette question-là. Est-ce que la théologie, comment la théologie participe à la lutte,
à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi de suite, pour que nous puissions résoudre les problèmes écologiques. Laudate aussi, c'est déjà un grand ouvrage, un grand papier, une encyclique, mais bon, il y a un problème qui reste là-dedans. Écoutez, si je décapite un colonna, j'irai en enfer parce que j'ai péché. C'est un être humain, même s'il faut réduire la criminalité. Imaginez-vous alors, je me promène dans la brousse avec ma machette pour me frayer le chemin. Je vais couper des lianes pour que je puisse passer. Au bout de 100 mètres, ça fait déjà beaucoup de lianes coupées. J'ai détruit l'écologie. Là où les insectes, les écureuils, les êtres passaient, j'ai détruit ça. Mais pourquoi ce n'est pas un péché? Pourquoi ce n'est pas un péché? Pourquoi il n'y a pas une valeur punitive dans les discours chrétiens par rapport à cela? Et donc, le discours chrétien est aussi situé devant ces grands défis qui a contribué à marginaliser parfois la nature, à marginaliser les plantes. Nous les considérons parfois comme simples décors. Quand on parle des plantes, on parle de l'environnement. C'est quand même anonyme. L'environnement, c'est quoi? C'est qui? La nature, c'est quoi? La forêt. Ce sont vraiment de gros mots qui n'arrivent pas à nous permettre de focaliser notre attention sur l'individualité. C'est quoi la vie quotidienne d'une plante? Comment ça se déroule? Est-ce que les plantes sont seulement des ressources? Est-ce que ce sont des machines, comme pensait déjà Descartes, des machines qui tournent dans le vide? Hein? C'est pas seulement l'animal, machine, plante, machine. Comment nous pouvons sortir du zoocentrisme et de cette ontologie privative qu'on trouve chez Heidegger, grand philosophe, qui pense que seul l'être humain peut accéder à la vérité parce qu'il a le logos. Il peut se situer face à l'être. Les autres organismes, les animaux, les plantes, n'ont même pas de monde. Le monde n'a pas de sens pour eux. Le monde n'a aucune valeur. Et donc, et comme je venais de dire, dans le discours théologique, en conclusion, c'est tout simplement, les plantes sont des médiations. La nature, c'est un lieu où nous pouvons contempler les merveilles de Dieu. Donc, quand nous regardons la nature, nous ne regardons pas la nature, nous regardons Dieu. Et la nature en elle-même, où est sa place? Pourtant, il y a le contraste avec la concrétude de la vie des plantes. Les plantes contribuent à l'existence de la vie sur Terre. Il y a un auteur qui a écrit un ouvrage que j'aime bien lire, intitulé « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Il émet une hypothèse. Si aujourd'hui l'humanité disparaissait, il n'y a plus d'être humain, est-ce que la vie va cesser? Non. La vie va continuer avec les plantes et les animaux. Et si les animaux disparaissaient, oui, l'homme aura quand même quelques difficultés, mais on va devenir végétarien. La vie peut encore continuer. Les plantes vont continuer. Et si les plantes disparaissaient, c'est fini. Il n'y aura pas d'animal, il n'y aura pas d'être humain. Et donc, s'il fallait réfléchir sur les êtres vivants, les premiers êtres qui devaient occuper la pensée des philosophes depuis la nuit des temps, ça devrait être les plantes. Hein? Les plantes sont les plus grands chimistes parmi les vivants, comme le disait Max Scheler, à cause de leur photosynthèse qui constitue finalement la base de la chaîne alimentaire. Et les climatologues évaluent même à 90%, même plus de 99%, la place occupée par les plantes dans la biomasse planétaire. Et donc, les philosophes, on devrait être coupables d'avoir oublié ces êtres. Depuis un certain temps, il y a des chercheurs dans le domaine qu'on appelle la biologie végétale. Il y a des biologistes peut-être dans la salle, vous allez vous rendre compte que la biologie est vraiment zoocentrique. Il y a eu de grandes découvertes dans le monde végétal. Il fallait attendre qu'on vérifie d'abord dans le monde animal pour pouvoir confirmer. Mais il y a des chercheurs aujourd'hui qui se demandent, est-ce qu'on peut entrer à profondeur de la vie des plantes? Ah oui, ils s'interrogent sur l'intériorité. L'intériorité, c'est quoi l'intériorité? L'intériorité est décrite par toutes ces catégories-là internes. Âme, intelligence, conscience, liberté.
temporalité, ouverture à l'espace, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas poser ce genre de questions? Alors les biologistes observent beaucoup de réalités dans la nature. Par exemple, les plantes savent communiquer entre elles. Il y a une expérience faite en Afrique du Sud. Il y a des documents ici, j'ai peu de temps pour détailler vraiment. On s'est rendu compte, par exemple, que lorsque les acacias sont attaqués par des gazelles, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'acacia est attaqué par une gazelle, l'acacia développe une réaction immédiate et devient toxique à tel point que l'animal n'arrive plus à continuer à brouter. Et ne se limite pas seulement là. L'arbre va émettre des composés volatiles qui vont aller atteindre les autres acacias qui sont aux alentours. Et automatiquement, ces acacias vont développer aussi cette même toxicité. Et dès que les animaux vont aller chercher à les brouter, ça sera toxique, inconsommable. Voilà, c'est une façon de se défendre. Donc les plantes sont capables de dire, attention, nous sommes attaqués, prenons des dispositions pour nous défendre. Même si nous ne pouvons pas nous déplacer, on peut développer des hormones, on peut développer des éléments qui feront en sorte que nous puissions être protégés. Les plantes ont inventé des stratégies pour la reproduction. La plupart des plantes sont asexuées et donc il faut monter le mécanisme pour pouvoir croiser les éléments qui viennent de la femelle et du mâle. C'est comme ça que les plantes ont inventé des stratégies, produire des odeurs, produire des fruits, produire des parfums qui vont attirer les éléments dans le monde animal. Et pendant que le monde animal vient, croyant se servir, produire également ce qu'on appelle par exemple la pollinisation. Et tout ça, c'est une stratégie. Ce n'est pas un simple mécanisme qu'il faut expliquer dans le déterminisme stimulus-réaction. C'est vraiment toute une stratégie qui conduit les chercheurs aujourd'hui à se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas une intentionnalité morphologique, une intentionnalité peut-être empirique de l'ordre de la corporéité qui fait que les plantes soient aussi dotées d'une certaine vie intérieure? Des stratégies, par exemple, certaines plantes, lorsqu'elles sont attaquées par les chenilles, vont produire des nectars qui vont attirer les fourmis. Lorsque les fourmis viennent se servir de ces nectars, ils trouvent d'autres proies en plus, les chenilles. Et les fourmis vont commencer à exterminer ces chenilles. Ainsi, la plante est protégée. C'est comme un pays qui est attaqué. On va faire appel à des mercenaires pour venir monter la garde, repousser l'ennemi, exterminer l'ennemi pour continuer à survivre. Et donc, toutes ces stratégies se retrouvent dans le monde végétal. Il faut donc les questionner en profondeur. Les plantes, on se rend compte qu'elles sont aussi dotées d'une certaine mémoire, une mémorisation. Il y a une plante carnivore qu'on appelle la dionée, attrape-mouche, et avec une structure en membrane telle que dès que l'insecte tombe là-dedans, la plante va fermer pour digérer l'insecte pendant un certain nombre de jours, de semaines. Mais là-dedans, il y a des cils, au moins 3 cils par chaque lobe. Quand l'animal touche, la mouche touche un poil, la plante enregistre cette information. Au bout de 20 secondes, si l'animal touche le deuxième poil, ça informe déjà que c'est une proie et automatiquement ça déclenche la fermeture du piège. L'animal est capturé, l'animal sera digéré. Et donc, entre le premier signal et le deuxième signal, il y a une mémorisation. La plante est capable de mémoriser une information et de la restituer le moment venu. Donc, il y a une sorte de mémoire. Ce n'est pas une mémoire noétique, noésis, c'est vraiment une mémoire anoétique de l'ordre de la corporéité. Il y a aussi l'apprentissage. Nous pouvons dresser nos chiens, nos chats et beaucoup d'autres animaux, mais il y a aussi une sorte d'apprentissage. Nous connaissons tous cette herbe qu'on appelle la sensitive, Akufa lobi, Kufa nakupona. Dès que vous touchez ces feuilles, les feuilles flétrissent. C'est une façon de dire, oh, je suis attaqué,
tout ce que j'avais comme énergie, directement, je le renvoie au niveau des racines. Comme ça, on peut m'attaquer, l'énergie est conservée. À un moment donné, dès que je sens la tranquillité, je peux restituer l'énergie pour continuer à vivre. C'est une stratégie pour conserver son réservoir pendant les moments de guerre, et dès que la calmie arrive, on ressort ses ressources pour continuer à vivre. Mais il n'y a pas que ça. Les chercheurs ont fait des expériences. On touche la feuille, ça flétrit. Après quelques 30 secondes, la plante reprend. On touche encore, ça flétrit. Après, quand vous répétez ça autant de fois, à un moment donné, la plante va se rendre compte qu'il n'y a pas de danger. Vous allez toucher, ça ne va plus flétrir. Donc, la plante est capable d'apprendre à partir de l'expérience et de se dire, il n'y a pas un danger, je n'ai rien à craindre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une intentionnalité qui est là à l'intérieur, qui guide le fonctionnement de la plante? Il y a des phénomènes de reconnaissance mutuelle. Certaines plantes, quand elles touchent une partie de ses racines, touchent d'autres racines, comprend que c'est moi. Quand les racines touchent les racines d'une autre plante voisine de la même espèce, la plante va inhiber la croissance, un peu comme dire, je te connais, tu es de mon espèce, je te laisse l'espace. Mais quand les racines touchent les racines des autres plantes, des autres espèces, il y a la guerre qui commence. On s'affonce, on attaque pour dominer, pour envahir. Donc, la guerre que nous connaissons à l'Est, la guerre qui définit l'humanité depuis la nuit des temps, c'est peut-être un phénomène qui caractérise le vivant et qu'on observe aussi dans la jungle pour les animaux, mais également dans le monde végétal. Et donc, il y a des ouvrages aujourd'hui qui montrent que les plantes, même sans organes, font l'expérience de tous les sens que nous avons. La vue, il y a une photoperception de la lumière qui est source de nutrition. Les plantes jouissent de cette faculté d'avoir l'odorat. Les plantes jouent avec les odeurs. Parfois, les plantes grimpantes, pour savoir où s'agripper, suivent les odeurs. Par exemple, une plante qu'on appelle la couscoute, dès que vous mettez une tomate, quelle que soit la position que la plante avait commencé à s'orienter vers la tomate. Donc, il y a une capacité d'odorat, une capacité de goût, une capacité de l'ouïe aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'agriculture phonobiologique. Certaines plantes, pour bien croître, il faut qu'il y ait le bruit. On va émettre des bruits, des sons qui vont atteindre de façon vibratoire les plantes et donc réactiver leur croissance. Les plantes respirent, les plantes savent. Alors, ces ouvrages, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux un peu partout, qui poussent les chercheurs aujourd'hui à poser la question de l'intériorité des plantes et de sortir de cet aristotélisme, de l'oubli des plantes dans la réflexion philosophique, de penser qu'il y a des vies simples et des vies complexes. Toute vie est complexe. La complexité de notre intelligence n'est pas l'unique complexité dans le monde. Même déjà la cellule est complexe. Il faut les noyaux, il faut les mitochondries, la membrane, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une complexité. C'est toute une organisation et qui est complexe et qui devrait susciter la curiosité des chercheurs et même des philosophes. Et donc, toutes ces questions révolutionnent la métaphysique traditionnelle, la métaphysique du cogito, qui pensait que le miracle sur Terre, c'est l'intelligence humaine. Non, le miracle, ce n'est pas uniquement l'intelligence humaine. D'ailleurs, même quand nous pensons, nous ne pensons pas seulement avec le cerveau. Il faut le cerveau et le reste du corps. Et donc, toutes ces questions poussent aujourd'hui à conclure que contrairement à Aristote, tel que continué par saint Thomas d'Aquin, les catégories biologiques sont processuelles, il y a une continuité. Il n'y a pas quelque chose de spécifique qu'on trouve dans l'être humain qu'on ne peut pas trouver en termes de seuil chez tous les autres organismes. Et donc, si tel est le cas, ça ne sert plus à rien de penser que nous sommes le grand miracle sous le soleil. Nous pouvons désormais entamer une relation d'altérité, une relation avec les autres organismes. Et j'ai creusé parfois, je ne peux pas tout dire ici, la question par exemple de l'intelligence.
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, personne ne discute. Quand on dit intelligence artificielle, si vous doutez, on va penser que vous êtes idiot. Oh, comment vous accordez l'intelligence à des machines et vous voulez la refuser à des êtres organiques, des êtres vivants? Et donc, c'est quoi l'intelligence? Ça a défié les philosophes depuis la nuit des temps, et même jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de réponse précise. Et comme nous n'avons pas de réponse précise, en vertu de quoi nous pensons que nous sommes les êtres, l'unique êtres intelligents, alors qu'il y a les phénomènes qu'on observe dans la nature, les phénomènes de l'adaptation. Tout être vivant est capable de s'adapter, même dans des conditions difficiles, de créer des mécanismes pour continuer à survivre. Le fait de s'adapter, le fait pour une plante de savoir que je suis pendant l'hiver, il faut que je ramène l'énergie vers les racines et les plantes vont se sécher. Dès que le jour meilleur rentre, je reprends la vie normale. C'est une intelligence incontestable. Parfois, nous les humains, nous ne savons pas nous adapter, nous créons des conditions pour maintenir. Quand il fait très froid, on va chercher des chaudières. Quand il fait très chaud, on va chercher des climatiseurs, des ventilateurs, parce que nous voulons rester dans une situation constante. Alors que les organismes nous apprennent qu'en voulant reconditionner les systèmes de survie, nous sommes en train de détruire la planète. Il y a une autre issue, la capacité à s'adapter. Quand on s'adapte, ça devient possible. Il y a des humains qui vivent même à moins de 1 degré. Ils vivent dans les régions polaires. Il y en a qui vivent là où c'est 40-45 degrés, ils sont habitués. Il y en a qui sont à Kinshasa, c'est 35-30, alors que d'autres ils ne peuvent pas supporter. Et donc l'organisme s'adapte. Pensons aussi à cette adaptation avant de penser toujours, à penser que notre intelligence, nous devons l'utiliser aussitôt pour tailler le monde à notre sauce. En voulant tailler le monde à notre sauce, nous détruisons la planète, et les plantes qui ne peuvent pas créer des climatiseurs ou faire ainsi de suite, nous apprennent que vous, les humains, vous avez détruit les conditions d'existence parce que vous êtes paresseux. Alors que vous vivez d'un organisme qui est très puissant et capable de s'adapter comme nous. Nous ne pouvons pas nous déplacer, mais nous sommes capables de nous adapter, de transcender. Je me suis rendu compte que l'herméneutique, par exemple, s'est focalisée sur l'analyse des textes ou des phénomènes sociaux. Et on a abandonné la nature aux sciences, alors que l'herméneutique devrait s'ouvrir aujourd'hui pour analyser aussi les éléments de la nature. On peut se passer de tout ce qui est projection parce que je suis presque vers la fin. Et donc j'ai développé tout un tournant herméneutique, et je pense qu'il y aura des publications pour montrer comment je problématise cela, comment on peut faire de l'herméneutique un domaine d'interprétation des organismes, l'interprétation des plantes, l'interprétation de la vie quotidienne des animaux. Qu'est-ce que cela implique sur le plan méthodologique? Le philosophe, c'est-à-dire aussi les théologiens, les religieux, nous ne sommes pas obligés de rester dans nos bureaux, de rester dans nos lieux de confort. Aujourd'hui, on attend du philosophe qu'il soit aussi un homme, une femme de terrain. Le philosophe doit avoir des ampoules dans ses paumes de main. Le philosophe n'est plus celui-là qui reste dans les auditoires, dans les 4 murs, qui préfigurent d'ailleurs les cercueils, l'enfermement. Et la philosophie peut désormais sortir de ce préjugé qui est rattaché à son existence comme une spéculation dans le vide. Et même l'image comme l'oiseau de Minerve. On dit l'oiseau de Minerve vient à la tombée pour constater. Non, le philosophe c'est aussi quelqu'un qui peut venir le matin. Si la philosophie est le fondement des autres sciences, il faut venir le premier pour poser la base, pour que les autres sciences puissent venir trouver ces fondements, pour que les autres recherches puissent trouver cela. Et donc, le philosophe est censé rejoindre le scientifique, le paysan, le villageois, le kuluna, les religieux, le pape, et même d'autres religions. Le philosophe, c'est celui qui réfléchit sur la totalité du réel
Et la totalité du réel ne se trouve pas dans l'auditoire, dans les livres. La totalité du réel se trouve dans cette capacité de sortir pour aller rencontrer les réalités et les problématiser. Et sur le plan éthique, je vais brosser aussi dans une minute, il y a un domaine qu'on appelle l'éthique animale. L'éthique animale qui a fait que certaines personnes ont développé des attitudes de restriction quant à la consommation, par exemple, de viande. Hein? Il y a des végétariens qui disent on ne va pas manger la viande, on va manger juste pour protéger la nature. Et il y a aussi des végétaliens qui disent non pas seulement les animaux, mais aussi les productions, comme le lait, le miel, ainsi de suite. Et il y a encore des véganes qui disent tout ce qui provient des animaux, même les habits, les chaussures dans la maison, on ne doit rien avoir comme étant une attitude. Or, si on propose une telle attitude dans l'éthique végétale, qu'est-ce qui va arriver? Si quelqu'un prend aujourd'hui l'option de ne rien toucher de ce qui provient du végétal, eh bien vous vous condamnez tout de suite. Vous allez mourir. Et donc l'éthique végétale vient corriger les erreurs de l'éthique animale pour nous dire ce n'est pas en refusant de manger la viande que nous allons protéger notre nature, parce que telle qu'elle est, il faut que la vie puisse se nourrir de la vie. La vie ne peut pas tenir si elle ne se nourrit pas de la vie. Nous-mêmes, nous sommes des aliments pour d'autres organismes, pour des microbes. Quand on va pourrir, il y a d'autres êtres qui vont nous consommer. Et donc la vie est circulation. Il ne faut pas couper cela avec l'idéologie selon laquelle on va s'abstenir de consommer. Et donc ça, ce sont vraiment les quelques éléments qui prouvent que l'éthique végétale vient proposer dans la nature. Par exemple, là où il y a beaucoup de plantes, pour que les plantes ne débordent pas, il faut qu'il y ait des herbivores. Les herbivores vont diminuer et équilibrer. Et il y aura beaucoup d'herbivores. Pour équilibrer, il faut qu'il y ait des carnivores pour équilibrer les herbivores. Et pour diminuer les carnivores, il faut qu'il y ait peut-être l'homme avec son fusil, non pas pour exterminer, pour équilibrer. Sinon, la nature va produire des épidémies pour attaquer les carnivores ou bien réduire leur espérance de vie. La plante peut faire 1000 ans, même 10 000 ans. Il y a des plantes qui vivent. Alors que ces carnivores ont une vie limitée. C'est déjà une façon d'équilibrer. Et donc, la nature est équilibrée. Nous ne pouvons pas nous abstenir de l'utiliser puisque nous faisons partie d'elle. Mais le défaut qui détruit la planète, c'est lorsque nous allons en excès avec nos congélateurs qui nous poussent à exterminer et conserver, priver les autres et détruire l'équilibre de la nature. Voilà un peu les quelques éléments de l'éthique, mais vous allez lire lorsque je parviendrai à publier ou aussi à donner un certain nombre de cours pour les étudiants. Toute cette philosophie, petit à petit, va être clarifiée. Je vous remercie pour votre attention.